Bonjour à tous chers amis lecteurs, heureux de vous retrouver pour cette nouvelle sortie de lecture. Ça faisait un petit moment, je sais, j'espère que je vous ai manqué, mais faut me comprendre en même temps, j'étais parti en plein voyage mental dans les montagnes du Guatemala, ce qui explique ma tenue pour le moins légère et décontractée, car comme on dit là-bas, hace un calor de cojones. Je vous laisserai traduire par vous-même. Mais en tout cas, c'était l'endroit idéal pour préparer cette vidéo et vous parler d'un auteur qui aura sans doute échappé à votre sagacité, avec l'une de ses œuvres qui, soyons honnêtes, aurait pu rester dans les limbes de la littérature française si un jour un certain cinéaste du nom d'Henri-Georges Clouzot ne s'était penché dessus en se disant « intéressant ce livre. Et si j'en faisais le plus grand film français de tous les temps ?» Faites chauffer les moteurs car, vous l'aurez compris, aujourd'hui on s'attaque à ce monument, à ce mastodonte qu'est Le Salaire de la peur de Georges Arnaud. Ah, que de frissons au moment d'entendre ces 5 mots qui nous rappellent le chef-d'œuvre du plus grand réalisateur français du monde. Cette phrase n'a absolument aucun sens, je sais, mais comment ne pas verser dans l'hyperbole avec un film qui aura conquis le monde entier, multi-récompensé de partout, à la fois Palme d'Or à Cannes en 1953, Ours d'Or à Berlin la même année, BAFTA du meilleur film. Les Anglais ont récompensé un film français. Prix Méliès de la critique, je crois même qu'il a remporté le grand prix de la foire à la saucisse, mais à vérifier. Bref, quand on parle du Salaire de la peur, ce sont des milliers d'images qui nous viennent en tête et qui nous rappellent une époque où notre cinéma français était grand, était fort, était puissant et n'avait pas peur de traiter de sujets ambitieux, avec à sa tête un génie qui était alors au sommet de son art et qui aura inspiré bon nombre de ses confrères par la suite, à commencer par ce cher William Friedkin, qui en 1977 nous offrit son tétanisant Le Convoi de la peur, remake officiel du film de Clouzot qui, malgré ses qualités évidentes, n'a jamais su dépasser l'original. Et Dieu merci, de nos jours, plus personne n'a eu l'idée saugrenue de refaire un remake de ce classique du 7e art. J'ai dit personne! Bien! Mais tout aussi génial que fut Clouzot, c'est bien à Georges Arnaud et sa magnifique moustache que l'on doit en 1951, et pour son premier roman, ce périple racontant comment au sein des montagnes sinueuses et tortueuses du Guatemala, 4 mercenaires vont être embauchés par une compagnie pétrolière pour convoyer 2 camions remplis de nitroglycérine, soit le pire métier du monde après thanatopracteur et sexeur de poussins, c'est-à-dire le gars chargé de caresser l'entrejambe des poussins pour ne garder que les femelles et envoyer tout le reste à l'abattoir. Je vous jure que ça existe. Et outre le fait qu'il s'agissait du premier de sa carrière, c'était un roman très important pour Georges Arnaud, puisqu'en grande partie autobiographique, car lui aussi a dû s'envoler vers l'Amérique latine après avoir fini complètement ruiné suite à la dilapidation de son héritage familial, famille qu'il perdit en grande partie lors du drame du château d'Escoir, où... Je suis obligé de le lire parce que... où son père, sa tante et la femme de ménage ont été massacrés à coups de serpe lors d'un triple crime qui encore aujourd'hui n'a toujours pas été résolu. Ouais, on comprend ses envies d'ailleurs. Et c'est cette période de l'autre côté de l'océan, au Brésil plus particulièrement, qui servit d'inspiration pour ce récit à la fois épique et politique, puisqu'Arnaud y dénonce les mainmises des grosses entreprises qui à l'époque s'installaient sur le continent pour exploiter les ressources naturelles, bien souvent au détriment des populations locales. Donc un livre engagé. Mais maintenant, la question que tout bon cinéphile digne de ce nom devrait se poser, c'est jusqu'où Clouzot a été fidèle ou non dans l'adaptation du roman. Et là, je m'adresse principalement à tous ceux qui auront vu le film. Pour les autres, eh bien, méditez sur votre péché pendant les quelques minutes qui vont suivre, car nous passons à l'instant comparaison. Eh bien, dans l'ensemble, disons que le travail d'Arnaud a été respecté dans les grandes lignes, avec quelques changements par-ci par-là, suffisamment notables néanmoins pour être soulignés, surtout sur ses rajouts, car Clouzot, qui avait compris l'impact que pouvait avoir un art aussi visuel que le cinéma, nous a offert 2 scènes d'action absolument suffocantes, qui n'étaient pas dans le livre, et que tous ceux qui ont vu le film auront en tête. Pour les autres, eh bien... Je parle évidemment de la scène du virage en marche arrière, où l'expression « transpirer du slip » prend tout son sens, a fortiori quand on doit manœuvrer un 30 tonnes sur un ponton aussi solide que le gouvernement en temps de crise, avec pour ne rien arranger un ravin géant collé au derrière. Ne vous plaignez plus jamais de vos leçons d'auto-école après ça.
Et la deuxième est lorsque nos 4 lascars doivent faire exploser une énorme pierre qui leur barre le passage, avec pour cela quelques gouttes de nitroglycérine savamment dosées, ce qui est assez palpitant d'un point de vue cardiaque, mais en même temps très fort symboliquement, puisque d'un coup, l'objet de mort qu'ils transportent devient aussi celui de leur délivrance. C'est beau. Donc ça, ce sont pour les principales touches apportées par le cinéaste. Là où il a opéré le plus de changements, c'est sur la partie qui concerne le début du roman, puisqu'au lieu de suivre l'accident pétrolier qui va entraîner toutes les péripéties à venir, on plonge directement au cœur du village dans lequel on va trouver nos principaux protagonistes, ce qui va permettre à Clouseau deux choses. À la fois nous immerger dans l'ambiance et l'atmosphère du village avec les habitants qui y vivent, où en plus des autochtones, on peut y trouver des alcooliques, des prostituées, des drogués, des trafiquants, des renégats, des repris de justice, des fugitifs. Le lieu de vacances idéal. Et avec tout ce beau petit monde, ça va déjà permettre à Clouseau de tisser des liens entre les personnages, et notamment avec son duo iconique, incarné par Yves Montand et l'immense Charles Vanel, qui lui aussi est le fruit de plusieurs modifications, puisque dans le film, on le découvre dans la peau d'un magouilleur assez arrogant, voire même très violent, alors qu'au fur et à mesure du voyage, il va s'avérer être d'une redoutable inefficacité, ainsi que d'une lâcheté qui ferait honte à votre grand-mère, tandis que dans le livre, le personnage de Johnny, Joe, nous est présenté comme un lâche du début à la fin, en plus d'être roumain. Mais pas de lien de causalité, hein, attention, hein. Ouf, la vache. Non, je voudrais surtout pas me fâcher avec la Roumanie, mais c'est vrai que pendant toute la lecture, on a un peu envie de le secouer, le garçon, là. Et c'est vrai qu'on peut comprendre que de page en page, eh bien, son absence de courage va peser longuement sur les nerfs de notre ami Gérard. Oui, Gérard. Vous avez bien entendu. Car si vous aviez le souvenir de Montand qui campait le fringant Mario, eh bien sachez qu'il n'en a pas toujours été ainsi. Et là, c'est un message que j'adresse à tous les Gérards qui regarderont cette vidéo. Car oui, c'est bien votre prénom qui était inscrit dans les pages de ce livre. C'était bien Gérard qui était le héros de ce roman, vendu à l'époque à plus de 2 millions d'exemplaires, quand même. Quand même! Mais Clouseau vous a souillé, Clouseau vous a humilié, Clouseau vous a martyrisé, Clouseau vous a remplacé. C'est indigne, et j'ai beau adorer ce réalisateur qui est mon réalisateur français préféré, je continuerai à me battre à vos côtés, vous les Gérard, pour que justice soit faite, pour que cet affront soit réparé, et qu'enfin le monde entier accepte votre prénom ridicule. Bon alors au-delà de la blague, c'est vrai qu'on pourrait trouver ça pas très sport de la part de Clouseau d'avoir changé si radicalement l'identité de son héros, et en même temps, grâce à son génie visionnaire, nous avons l'occasion unique d'avoir d'un côté un camion avec le personnage de Mario, et dans l'autre, le personnage incarné par l'acteur italien Folco Lulli, et qui s'appelle Luigi. Mario et Luigi, dans 2 camions, remplis d'explosifs. Clouseau a inventé Mario Kart. Donc quand je vous disais que Clouseau était vraiment un artiste hors du temps, je pense qu'on peut difficilement mieux conclure cette partie comparaison, même si on aurait pu traiter d'autres passages, notamment une scène avec un prêtre qu'il a totalement bazardé par rapport au livre, et aussi le personnage de Linda, à qui il donne beaucoup plus d'importance, sans doute parce qu'il est interprété par sa femme de toujours, Vera Clouseau, et comme on dit chez nous, on n'est jamais mieux servi que par celle qui nous sert le petit-déj tous les matins. En tout cas, on a là affaire à un modèle d'adaptation qui nous fait maintenant nous interroger quant à l'utilité de lire le livre ou pas. Et là, je dirais que ça dépend des cas de figure. Si vous avez vu le film, vous pouvez aisément vous passer du livre, puisque le film est grandiose, et vous pourriez même vous sentir un petit peu lésé par rapport au spectacle que nous a offert Clouseau, tandis que si vous n'avez pas vu le film... Sérieusement les gars! Non, en vérité, ce serait injuste de se passer de la lecture, d'autant que ça se lit agréablement vite, et qu'on y trouve une petite plume chez Arnaud, avec quelques saillies qui n'auraient pas démérité chez un Michel Audiard par exemple, et on se rend compte qu'il arrive assez vite à nous immerger dans l'histoire, parce qu'il a quand même sacrément potassé son sujet, comme en témoigne l'extrait qui va suivre. La dénivellation totale était de 4000 pieds, environ 1200 mètres. Le passage à travers le nuage s'étendait sur environ 300 mètres mesurés verticalement, c'est-à-dire sur un parcours d'environ 2 km. 15%. C'était une assez jolie pente.
Elle comptait déjà quelques morts de camionneurs à son palmarès, du temps que la Crude and Oil construisait son grand pipeline, celui qui servait encore à drainer le pétrole depuis le plus reculé des Taladros jusqu'au môle de Las Piedras. Des tracteurs automobiles, généralement hors d'âge et d'usage, traînaient alors en semi-remorque des tubes de 15 pouces de diamètre sur 13 mètres de long. Chaque morceau pesait à peu près 500 kilos. On en accrochait de 50 à 60. Amas pyramidal en forme de tombeau, reposant sur les deux roues arrière du tracteur et sur le couple remorque, et allait rouler. Alors, parfois au plus fort de la pente, le moteur se mettait à cliqueter, à hoqueter. Deux soubresauts de toute la machine, et puis plus rien que le glissement doux des roulements, que le moteur n'entraînait plus. 30 tonnes de ferraille se mettaient à reculer vers le gouffre. « Saute, chauffeur, saute !» L'effort des bras sur la poignée de la portière de gauche, celle qui s'ouvrait du côté du volant et que son propre poids bloquait, coinçait dans son encadrement de fer. Si en 2 secondes, le gars n'avait pas réussi à ouvrir, plus la peine d'insister. Le lendemain, 8 jours plus tard, au bout du bras poutrelle du camion grue, les équipes de récupération remonteraient à dure peine sur le goudron de la route 2 carcasses, une d'os et une d'acier, qu'il n'y aurait plus qu'à mener ensuite, chacune vers son cimetière. Au temps de la construction du pipeline, ce travail était fort bien payé. Voilou, chers amis, c'était Le Salaire de la peur de Georges Arnaud, un bon petit roman qui donna plus tard un chef-d'œuvre du cinéma. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. N'hésitez pas à le faire savoir en commentaire. Quant à moi, je pense qu'après une vidéo aussi longue et sous des températures aussi élevées, une bonne petite douche s'impose. D'ici là, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, et je vous dis à la prochaine. Salut les meucs!